Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'En toute confidence, l'émission qui donne la parole en longueur aux Ligériens et Ligériennes de notre région. Aujourd'hui, la personne qui est invitée est singulière. C'est un architecte qui a œuvré donc chez des particuliers, architecte d'intérieur. Il a imaginé une maison hamster, transformé des camions frigorifiques en abris pour les sans-logis, envoyé Apple au tribunal. Et aujourd'hui, c'est le créateur d'une IA qui se veut éthique et cohérente. Et là, vous vous dites, comment tout ça tient-il dans un seul homme ? Justement, c'est la question qu'on va lui poser. Plongé dans l'univers de Frédéric Tabary. Bonjour Frédéric. Enchanté. Vous allez bien ? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation Avec ici, grand là, dans ce studio. Si je vous demande, Frédéric Tabary, de vous présenter de manière succincte, est-ce que vous pouvez le faire ? Alors, plus très jeune, 57 ans, de nombreux enfants, 4, quarantaine de métiers différents, des périodes de 3 ans. J'ai un peu habité partout en France, surtout Nantes, où j'ai fait pas mal de projets à Nantes. Et puis aujourd'hui, j'habite à Angers, donc toujours pas très loin. Bon, un Ligérien pur jus, pure souche. Alors, on va dérouler pas toute votre vie, parce qu'elle est longue, mais elle est surtout riche. Je le disais, vous avez été architecte d'intérieur. Intérieur, ça me fait penser tout de suite, et je le disais en introduction, à la maison Hamster. Ouais. Ça, c'est singulier. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors, la Villa Hamster, c'est très étonnant parce que, en fait, on était à table dans un restaurant avec une journaliste de Rennes de France 3 et on avait l'intention de faire un projet. Et on évoque la Villa Hamster. Et les journalistes de France 3 à l'époque, comme quoi, tu vois, vous voyez, c'est très étonnant. Ils disaient, ouais, Villa Hamster, le nom est choquant, les gens vont pas aimer Hamster. Et finalement, on a tenu. On a gardé la Villa Hamster. La Villa Hamster, c'est quoi ? C'est la capacité, dans un tout petit lieu, de se transformer et de vivre une expérience. On se met à la place d'un hamster, on dort dans un nid au plafond comme un hamster, on fait de la roue, et on mange dans une énorme roue comme un hamster. Globalement, en fait, on a reproduit les activités d'un hamster dans un lieu de 15 ou 16 mètres carrés de mémoire. On fait pipi dans des copeaux et on boit et on l'applaud comme un hamster. Et donc, dans 15 mètres carrés, on se prend pour un hamster le temps d'une nuit. C'est expérimental, c'est rigolo, ça se prend pas au sérieux. Ben, ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Ouais. Il y a une autre expérience qui a fait au moins le tour de Nantes. C'était la Villa Déchets, Oui. parce que là, vous parlez de nature. Oui. Ah, c'est quelque chose qui vous habitait aussi. Alors, la Villa Déchets, pareil, elle a fait le tour du monde. L'idée, c'était de faire prendre conscience aux gens que le recyclage, c'est bien, mais que la prévention du déchet, c'est mieux. L'idée, c'est qu'un déchet qui n'existe pas, c'est mieux qu'un déchet qu'on doit recycler. Et du coup, la Villa Déchets, qui était une maison qu'on a faite en 3 mois devant l'éléphant à Nantes, a permis, avec l'ADEME, Jean-Marc Ayrault à l'époque, de faire passer un message fort qui était « évitons de produire du suremballage ». Et ça nous a permis d'expliquer à tout le monde. Donc ça veut dire que dès le départ, dans votre itinéraire, dans votre métier d'architecte d'intérieur, il y a l'idée de la préservation des choses. Recyclage. Avant d'être architecte d'intérieur, j'étais décorateur et je récupérais des vieux meubles que je bidouillais, que je transformais. Et puis petit à petit, j'ai commencé à en fabriquer avec du vieux bois que je récupérais. Et en fait, j'ai beaucoup recyclé de matériaux. Et cette ville à déchets a notamment été à la fin, au bout de X années, intégralement démontée et recyclée dans des projets d'architecture de clients. Donc la villa, finalement, n'est jamais partie à la poubelle. Elle a été intégralement recyclée. Alors, recyclage, ça m'amène tout de suite à la transition très simple. Vous avez utilisé à un moment des camions frigo qui étaient destinés à l'Afrique et vous les avez transformés en abris pour les sans-logis. Racontez-nous cette histoire parce que ça part d'où cette idée ? Ça part qu'à Lyon, parce que j'ai aussi habité à Lyon, je monte dans un avion, mon voisin, c'est un copain que je retrouve par hasard et qui me dit « Tu bosses sur quoi en ce moment ?» Et donc je lui parle de recyclage, etc. Elle dit « Ce serait bien que tu viennes voir, j'ai des camions frigo, aujourd'hui on ne sait pas quoi en faire, ils partent tous en Afrique, sur les dépotoirs là-bas, et c'est une vraie aiguille dans le talon. » Je vais voir, avec mon associé à l'époque, on va voir ces camions, et en 30 minutes, je me dis, mais en fait, c'est complètement con. On a un truc qui est parfaitement isolé, qui est increvable. Tu peux le mettre dans la flotte à 30 mètres de fond, ça pourrit pas, c'est un truc de dingue. Et aujourd'hui, on ne s'en sert pas. Alors qu'on a 33 mètres carrés qui sont déjà utilisables, qui ne coûtent rien.
puisqu'aujourd'hui, ça part en Afrique, c'est vendu 2 000 à 3 000 balles, ça n'a pas de sens. Et du coup, on les a récupérés. Et au total, on en a fait 80 qui ont été mis à disposition d'associations, recyclés par des entreprises de réinsertion. Donc, on a donné du travail à des gens qui n'en avaient pas. On a permis d'avoir un logement à des gens qui n'en avaient pas. Et à des associations de bénéficier de logements qui leur coûtent quasiment rien. Alors, à France 3, à l'époque, on était venu. C'était en 2018, je crois, hein, si ma mémoire est bonne, le début de ce projet. On a fait des reportages, on a des images. Et la question que je me pose, c'est que sur le papier, cette idée, elle est bonne. Oui. Vous en avez eu, je crois, si je raconte pas de bêtises, 8 qui étaient entreposés à Bougnay, me semble-t-il. Ah oui, on a fait une journée à Bougnay avec 8 remorques. Et alors, pourquoi cette idée qui, sur le papier, est intéressante, ne s'est pas popularisée? On est allé beaucoup plus loin parce que j'ai rencontré Emmanuel Macron dans ce cadre-là, qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit « C'est génial votre idée, on va vous aider ». 2018, on disait, 2026, silence radio. Pourquoi ? Parce que ça emmerde tout le monde, en fait. Parce que ce qui coûte pas cher, qui ramène de l'argent, il faut un minimum dépenser du temps et de l'énergie pour mettre en place les choses, et que finalement, non. On préfère payer cash, dépenser de l'argent. C'est insupportable. Insupportable. Je me suis fâché plein de fois. J'ai rencontré des sénateurs, j'ai fait le tour des députés, je suis allé à l'Assemblée nationale. J'ai rencontré plein de ministres sur le sujet. C'est génial, ça donne du travail, c'est une idée formidable. On en a quand même mis 80 en place. Mais 80 parce qu'on s'est déboîté pour les mettre, pour trouver les gens. Et moi, j'ai pas gagné un centime sur le projet pendant toutes ces années. Il y a même un monsieur qui s'appelle Michel Rodet, qui a mis de l'argent sur le projet, plusieurs millions, qui était prêt à mettre plusieurs millions. Personne n'a suivi. Et ça vous a mis en colère? Ça mettrait pas qui en colère? Qui? Enfin, je veux dire, c'est tellement inconcevable dans une société où on cherche de l'argent partout, des bonnes idées. Quand on en a, on n'est pas aidé. Il y a toujours un problème, il y a toujours un truc qui ne va pas, en fait. Bon, alors, ça vous a mis en colère. J'ai autre chose à vous montrer qui vous a mis en colère. Je ne sais pas pourquoi vous riez. J'ai une petite idée. Si je vous montre cette photo, qu'est-ce que c'est cette photo? Alors ça, on aime bien la pomme, mais sans les pépins. Ouais, alors nous, on aime bien la pomme, mais sans. Oui, donc les pépins, en l'occurrence. Voilà. Ouais. Je resitue, combat contre Apple, pour une histoire d'écran abîmé. Vous envoyez le smartphone chez Apple, ils vous le renvoient en vous débitant 199 € sur le compte, et ça, forcément, ça vous exaspère. En France, il y a des réglementations, il y a des lois, les 2 ans européens de garantie, et eux, ils me disent, non, alors je dis, d'accord, rendez-moi mon téléphone, je vais me débrouiller autrement, je vais le faire expertiser. Ah non, votre téléphone, on ne l'a plus, en fait, il a été démantelé, je dis, ça va être très problématique. Et là, je leur envoie quelques recommandés bien sentis et ils ne bougent pas. Je rencontre un avocat, qui est un avocat avec qui je travaillais sur le sujet en préventif sur des dossiers comme ça, qui me dit, là, on tient un truc qui est pas mal quand même. On creuse le dossier, on sort ça de dossiers partout dans le monde sur Apple, qui a la même problématique partout dans le monde, et notamment en Italie. On leur envoie un petit dossier, un petit courrier bien senti de la part de mon avocat, et là, tout de suite, le ton change. Ah non, mais on pourrait peut-être faire une petite transaction, mais par contre, derrière, il ne faut plus jamais parler. Moi, ça m'insupporte. Ils voulaient me donner de l'argent, très bien, mais ça veut dire que tout le temps et toute l'énergie que j'avais dépensée, c'était pour récupérer quelques milliers d'euros. C'était pas en rapport avec ce que j'avais dépensé en temps et en énergie. Et là, je me dis, et avec mon avocat, on se dit, bien plus pertinent, finalement, de dire, non, on ne veut pas de votre argent, par contre, on met ça sur la place publique, on se déguise en Zorro, avec des chevaux. Jean-Marc, comment il s'appelait Jean-Marie de Maison du Monde. C'est Jean-Marie? Non, c'est pas Jean-Marie. Enfin, je sais plus son nom, dis donc. Xavier Marie, pardon. De Maison du Monde, me prête un cheval de compétition qui avait fait les JO. Il me prête une vieille mule. Moi, le gros, je monte sur la petite mule. Et mon petit associé, il monte sur l'énorme cheval. Bon, en tous les cas, la photo, alors elle fait pas le tour du monde, mais l'info fait le tour du monde pour le coup. Exactement. Puisque ça a provoqué des soubresauts, pour pas dire plus, chez Apple, qui a dédommagé en prévention, et qui a déboursé combien? 53 millions d'euros, je crois. Alors, c'est pas que de mon fait. Oui, mais en tous les cas, ça a participé de votre action. Et surtout, une mise à jour de leur réglementation. Parce qu'à l'époque, les téléphones étaient garantis 2 ans, mais eux, c'était 1 an. Désormais, c'est bien 2 ans. Bon, ce qu'on vient de voir, la lumière de ces quelques minutes passées, et ce n'est que le début, parce qu'on va découvrir ensuite tout ce que
vous faites, parce qu'on est passé sur ce que vous avez fait, c'est que vous aimez communiquer. On a des images là aussi. Vous avez participé activement à la promotion de l'architecture d'intérieur, de la déco sur France 3, Oui. France 3 Pays de la Loire, vous étiez Oui. sur France 3 Bretagne également. Je dis ça parce que vous avez une façon de communiquer, vous menez des combats. Justement, là, on vient de le voir. Et puis, il y en a un qui vous occupe aujourd'hui, parce que ça, c'est la face visible, mais il y en a un autre, et vous en parlez, c'est que vous êtes Asperger. Alors ça, vous avez mis, je crois, un peu de temps avant oui. de l'évoquer Oui. publiquement. C'est un trouble. Oui. Comment vous le vivez et comment vous avez pu en parler? Alors déjà, quand on me voit comme ça, on n'a pas l'impression. C'est-à-dire que, bizarrement, vous allez pas... Alors, Asperger, c'est autiste, TSA, et quand on me voit, on me dit pas, bah tiens, le mec, il est autiste. Non, en fait, le problème, le syndrome, il est dans ma tête. C'est-à-dire que, extérieurement, si on me connaît pas, on ne peut pas trop le deviner. En revanche, quelqu'un qui vit avec moi au quotidien le voit. Et du coup, ce syndrome, c'est ce qu'on appelle l'hypercohérence. Alors, c'est pas encore un diagnostic parfaitement établi, c'est un diagnostic cognitif qui est recherché actuellement, qui fait qu'en permanence, mon cerveau, il passe son temps à calculer l'incohérence. Dès qu'il voit une incohérence, il fait des bonds. Et en fait, c'est insupportable, hein, parce que c'est permanent surtout, il n'y a pas de limite. Et en plus, j'ai une pensée fractale qui fait que finalement, dès que je chope une idée, bah, ça part dans tous les sens, et à chaque fois, je calcule les incohérences, et il faut que j'aille au bout, à chaque fois. C'est un enfer. À la lumière de ce que vous venez d'évoquer, j'imagine donc que les camions frigorifiques pour l'Afrique, pour vous, Oui. en tant qu'Asperger, ça a été d'autant plus difficile à vivre. Parce que là, il y a de l'incohérence Ah oui. et vous n'avez pas pu aller au bout de la chose. Oui, c'est insupportable pour moi. Insupportable. Et pour moi, je le vis comme une injustice. Et c'est là où c'est compliqué pour un syndrome comme le mien. C'est qu'on vit dans un monde, grosso modo, plein d'injustices. Donc au quotidien, j'empathie en fait. Et c'est compliqué pour moi, mais c'est aussi compliqué pour les gens qui m'entourent. Si vous viviez avec moi tous les jours, au bout d'un moment, tu me dirais, stop quoi, stop. Pourquoi? Parce que du coup, le cerveau est toujours en action. Tout le temps. Il s'arrête jamais. Jamais. Et on regarde un film, et un détail va me prendre la tête et je vais partir remonter la cohérence du film, à dire bah tiens. Et en fait, tout est comme ça. Tout, il n'y a pas de limite. Des fois, je passe mes nuits à travailler, juste parce qu'à un moment donné, j'ai eu une idée à 19h, et ben c'est fini en fait. Je ne peux pas aller me coucher tant que je ne suis pas allé au bout de l'idée. C'est un enfer. Un enfer pour vous, et puis un enfer, effectivement, à défaut d'enfer, en tout cas, c'est compliqué pour les autres. Et je remercie ma femme d'ailleurs. Pour vous suivre. De me suivre. Ouais, c'est compliqué. Mais j'ai la femme parfaite qui arrive à me canaliser. J'ai le paradis en face de moi. Quand vous partez sur une idée, là vous avez pris l'exemple du film, c'est intéressant. Juste pour qu'on en termine et qu'on comprenne là-dessus, vous êtes du coup capable de sortir du film? C'est-à-dire que si à un moment il y a une incohérence dans le film, vous lâchez complètement et votre esprit part en arborescence? C'est mort. Dès que le film devient incohérent, pour moi, il perd tout son intérêt en fait. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est plus construite, parce que la suite n'est plus logique, parce que du coup, ça tombe. Et c'est fini. Et quel intérêt de regarder un truc qui n'est pas logique? Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Alors justement, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais comment on se soigne de ça? On ne se soigne pas, on vit avec. On vit avec, oui. Ou alors, si on veut se soigner, faut prendre des anxiolytiques et dormir toute la journée, parce que sinon, votre cerveau, dès qu'il est éveillé, c'est fini en fait. C'est ça qui est un enfer. Bon, votre cerveau est éveillé, ça on l'a bien compris, mais ce cerveau a créé, je le disais en introduction, une IA qui s'appelle Zoran. Alors une IA, c'est une intelligence artificielle. On va détailler parce que c'est une intelligence artificielle qui n'est pas comme les autres. On va commencer par la base. Elle s'appelle Zoran. Vous ne l'avez pas créée toute seule, hein. Il y a Xavier Jaffray qui est au cœur du projet. Mais la question que j'ai envie de vous poser, qui est assez simple, c'est Zoran, c'est quoi? Alors, Zoran, c'est un protocole qui contraint terriblement une IA, une intelligence artificielle, et qui lui permet, et on le verra après, de calculer en permanence la cohérence de ce qui est dit, de ce qui est soit posé comme question, soit répondu. Ça veut dire qu'une IA aujourd'hui
elle est statisticienne, donc elle va aller chercher toutes les statistiques et elle va vous sortir la phrase la plus belle, la plus cohérente, on va dire, statistiquement parlant. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, ça ne veut pas dire qu'elle est logique, ça ne veut pas dire qu'elle n'hallucine pas, mais la phrase, quand on la lit, elle On se paraît dit pas c'est choquante. plausible. Bah, oui. Et d'ailleurs, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens, finalement, lisent plein de trucs que l'IA produit, et au final, il y a plein d'hallucinations. Alors, on va repartir de la base. Une IA, c'est je pose une question. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Oui. La plus connue est sans doute ChatGPT, Ouais. J'imagine. Il y en a d'autres. Il y a Claude, Mistral pour les Français. Mistral pour les Français. Il y a Gemini. Bon, il y en a Ouais. tout un tas. Exactement. Vous, votre IA à vous, comment je fais? Je rentre, je pose une question. On va choisir au hasard Ouais. Gemini ou ChatGPT. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre IA? C'est une IA qui vient pour contraindre ou c'est une IA qui est déjà implantée quelque part? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, elle se base déjà sur des IA existantes. Elle va déjà se servir de cette base-là, parce que la phrase, il faut bien la produire. Mais elle vient rajouter une surcouche à toutes les IA existantes. On pourrait très bien l'imaginer toute seule, fonctionnant sans les autres IA. Hein, ça marche aussi, sur ce qu'on appelle un serveur long, avec un RAG, etc. Bon, c'est un peu technique. Mais par contre, elle va vérifier, avant de produire sa phrase, que les cadres et ce qui est dit sont bien cohérents entre eux. Et pour ça, vous avez créé, alors je vous coupe, la loi de la cohérence. Exactement. Et alors ça, justement, parce que j'ai une tablette magique, j'ai pas d'IA, mais j'ai une tablette magique. Alors, on n'a pas créé, hein. On a découvert. C'est Alors. pas pareil. Ah oui, vous avez découvert. Oui. Alors la cohérence, c'est ça. Oui. Ça, on tout va à fait. pouvoir le voir à l'antenne. Oui. Là, tout de même, c'est un peu abscon. Hein. S avec un bêta, avec un delta de pi divisé par, je sais pas, du t et du... Voilà. Le chaos. Du chaos. L'entropie. Si on fait simple, Oui. qu'est-ce que c'est que cette loi de la cohérence 2 ans? Les lettres, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vais le faire le plus simplement du monde. Oui, parce que imaginons que j'y connaisse, mais strictement rien du tout. Là, on est rentré dans le chapitre l'IA pour les nuls Ouais. et Zoran pour les gens qui ne comprennent On va rien. le faire vraiment Ok, on fait simple. plus basique. La loi, elle dit... Alors, en fait, quand on parle de la gravité, on dit qu'on prend une pomme, on la lâche, elle tombe. Jusque-là, je suis. Voilà. Eh bien, la loi de la cohérence, un tout petit peu plus compliquée, mais vous allez voir que ça le fait quand même. Elle dit que tout dans l'univers a besoin de cohérence. Tout. Ça. Si c'est pas cohérent, ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Elle dit que pour durer dans le temps, il faut qu'elle soit capable de ne pas se contredire. D'accord? Et de ne pas se contredire. De ne pas se contredire. Ah, juste, j'ai oublié D'être un truc. cohérente, d'être Ah, vertueuse. non, ben, elle est cohérente, ça c'est sûr, de ne pas se contredire sans forcer. Sans forcer. Sans forcer, ça veut dire quoi? Je vous dis, tiens, je vous dis un gros mensonge. Ok? C'est pas sympa, mais vous me le dites. Ouais, je vous le dis. Voilà, je vous ai raconté un gros bobard hier. Ok. Et puis aujourd'hui, vous me reposez la question sur le gros bobard d'hier. Je vais être obligé de forcer pour retrouver mes petits. Parce que cette information, ce bobard, je l'ai construit hier, mais j'en ai pas encore, j'ai plus tout en tête. Donc je vais forcer pour finalement réussir à rétablir le lien. Et à un moment donné, je vais être démasqué. Et donc, plus le bobard est dur, est lourd, est important, plus c'est dur de le faire tenir dans le temps. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, Epstein, tous les dossiers, tous ceux qui aujourd'hui mentent abusivement se font démasquer. Donc, votre IA Oui, empêche, normalement, oui. les autres IA de mentir. Alors, c'est pas. En fait, alors déjà, il y a un truc qui est très important, c'est que la loi de cohérence ne dit jamais mentir. On peut mentir intentionnellement quand on est humain, ça c'est anthropocentré, mais le reste des animaux, en fait, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a vraiment que l'homme qui a cette incohérence-là. Et pour le coup, moi, de mon IA, j'extrais l'homme, j'enlève l'homme. On arrête d'anthropocentrer parce que sinon, on ramène tout à l'homme et c'est insupportable. L'IA, elle donne une loi en fait. Elle dit, voilà, la cohérence, c'est ça. La cohérence, c'est pour durer dans le temps, il faut que ça ne se contredise pas. Et l'autre terme, c'était « et ne force pas ». Voilà, ça, c'est la loi. Et maintenant, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que, en fait, on peut être cohérent localement. Je peux être cohérent avec moi-même. Mais pas cohérent au niveau plus général. C'est-à-dire qu'on est cohérent dans notre écosystème ici, Ouais, on ne dépense pas, mais on est incohérent de manière plus large. voilà. Si on prend la base du tire-bouchon de base, un tire-bouchon de base est hyper cohérent pour l'humain.
pour tout le monde. Hein. Tout le monde a le tire-bouchon de base, ça coûte 2 euros, c'est hyper cohérent. Mais est-ce que le tire-bouchon, il est cohérent pour une planète sans humains? Oui, parce que forcément, il y a du plastique, parce que voilà, Il faut le recycler. faut le recycler. Et pour le recycler, il faut forcer. Il y a une palette que j'avais préparée qui notamment illustre très bien la cohérence et l'incohérence. C'était la loi primaire, c'est-à-dire la forêt primaire. Forêt primaire. Pardon. Cette forêt-là, elle est cohérente, Oui. c'est-à-dire qu'elle est autosuffisante. Et Elle qu'au marche fond, très bien. elle marche très bien. Là, elle est incohérente. Soit dit en passant, vous me l'avez fourni, là, il y a l'homme dedans. Hein. Ça dit des choses. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une action qui fait qu'une action humaine qui, forcément, On est produit des déchets. On est l'entropie. C'est-à-dire que nous sommes le bruit. On est le bruit, on est l'entropie, on est le chaos. C'est nous qui venons pourrir un système qui était parfaitement cohérent, qui fonctionnait parfaitement bien. Eh bien, dans ce cas présent, l'homme est clairement l'entropie, le chiffre qu'il y a sous le trait de l'équation. Bon, Zoran, c'est cohérent, Ouais. ça dure dans le temps, Oui, c'est ce que vous venez de nous dire. oui, On a préparé une petite palette, donc j'ai mon IA de base qui s'appelle celle Ouais. qu'on veut. ouais. Zoran arrive dessus, il dit hop, 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 on va recentrer la question, Oui. on va éviter de partir dans tous les sens pour chercher. Oui, Donc du coup, la réponse que je vais vous apporter, elle sera cohérente dans le temps, elle dépensera pas trop Oui. d'énergie également. oui. Très bien, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça me sert à quoi, Zoran? Alors, je vais resserrer un tout petit peu ce que vous dites. Ouais. C'est que Zoran, c'est une IA qui est capable de vérifier ce que vous dites et de vérifier la cohérence de ce que vous dites sur la durée. D'accord? C'est quand même à vous de définir les cadres de la cohérence. Je donne un truc tout bête. Tiens, Zoran, j'ai un projet de villa hamster. Est-ce que c'est cohérent? Ça veut rien dire. En fait, le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils se servent des IA comme ça. Ils posent une question, ils ont une réponse qui n'est pas cadrée. Il n'y a pas ce qu'on appelle de proxy, de paramètres, d'informations précises qui vont permettre à l'IA de vraiment calculer. Et en fait, le gros problème, c'est que les gens aujourd'hui se servent des IA dans ce cadre-là. Ils posent une question, ils ont une réponse. Moi, je dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour qu'une IA soit pertinente, il faut, vous, en tant qu'utilisateur, déjà savoir de quoi vous parlez ou quelles questions vous allez poser, dans quel cadre. Sinon, c'est bullshit. Ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, les gens s'en servent comme ça. Et ça, pour moi, c'est la fin de l'IA. Si on continue comme ça, la loi de la cohérence dit que ça finirait par disparaître. On va en parler de l'IA parce qu'elle occupe l'actualité de nos jours. Il y a eu un sommet mondial. Je vais y venir dans quelques instants. Comment vous avez développé cette IA? Dans mon fauteuil, avec un téléphone portable pliant, Vous n'êtes pas codeur au départ? mais insupportable. Mais pourquoi faire du code alors que moi, je ne cherchais pas un code, je cherchais une équation, ou plutôt la modélisation d'une idée. Où est-ce que j'ai besoin de coder? Il n'y a jamais eu besoin de code. Et puis de toute façon, l'IA le fait très bien. Mais moi, je n'ai pas à coder, en fait. Tout ce que je travaille, c'est des bases sémantiques et derrière des calculs mathématiques que l'IA maîtrise parfaitement bien. Et je ne me servais pas pour le faire d'une IA, je m'en servais de plusieurs, parce que la loi de la cohérence, elle dit aussi qu'à plusieurs, on fait mieux. Oui, alors la loi de la cohérence, il faudrait qu'on la revoie juste une fois, parce que sur ça, c'est le S, Ça, c'est la cohérence. ça, c'est la cohérence. Ouais, Et complètement. en fait, si le S, il est supérieur à 1, Oui, ça veut dire que c'est très cohérent. c'est très cohérent. C'est-à-dire Inférieur, c'est que c'est pas assez cohérent. voilà, ça veut dire que il y a le gain de la structure, il y a l'énergie, les dépenses, il y a le Ouais. bruit. En Oui, fait, le chaos. il y a le monde du vivant. Oui, Ça veut dire que si la loi est supérieure, c'est bon, la réponse en tous les cas qui est apportée oui. est cohérente et donc entendable. Si on a bien défini les cadres et les proxys. Hein, je reviens à ma villa déchets. Zoran, est-ce que ma villa hamster ou ma villa déchets est cohérente? Ça ne veut rien dire. L'IA va me répondre, mais elle va faire un calcul de cohérence sur quoi? Je n'ai pas défini ce que je cherchais à évaluer. En fait, quand une IA, on s'en sert, il faut s'en servir pour évaluer quelque chose de précis. Si c'est pas précis, on a une réponse qui est floue, qui est pour le coup sans Zoran halluciné. Quel intérêt? Alors les ciné, attention, il faut préciser, c'est en fait les réponses qui ne sont pas vérifiées. Exactement. Et c'est là où Zoran est pertinent, c'est qu'à chaque fois que Zoran va chercher des sources, il va vérifier la cohérence De la source. Mathématiquement.
il prend la source, il vérifie la cohérence de la source, il vérifie la cohérence du datage, des personnes qui sont intervenues. Est-ce que l'information est redondante? Si effectivement tout ça, ça colle, alors il vérifie qu'on matche bien partout. Et là, il est capable d'évaluer avec cette équation, cette jauge, pour être très précis, il est capable d'évaluer le S. S'il est supérieur à 1, il retient l'information. S'il est inférieur à 1, c'est que ça force. Si ça force, C'est pas ça durable tient pas dans dans le temps, Exactement. c'est pas cohérent. Bon. Avant de passer à la suite, ce développement d'IA, Oui. on entend souvent que développer des IA, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Ça vous a coûté du temps, manifestement, j'ai compris. Plus de 12 000 heures, je crois, au total. Donc, mais de l'argent? Notre argent personnel à moi et à Xavier, mais à la différence de ChatGPT, OpenAI et les autres DeepSeek, etc., nous, on n'a pas eu à la structure à fabriquer les data centers, les cartes de calcul, on n'a pas eu à le faire. Et d'ailleurs, on dit qu'aujourd'hui, la puissance acquise est déjà suffisante, en fait. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. On dit juste qu'en revanche, en intégrant la cohérence dans le calcul, alors on arrive à avoir un outil incroyablement pertinent qui fonctionne très bien. Pourquoi aller plus loin? Alors justement, c'est la dernière partie de cet entretien. Je vous ai écouté avec attention. Votre IA, vous la décrivez comme cohérente, pertinente, qui dure dans le temps. Ouais. Donc, durer dans le temps, quand vous m'en parlez, évidemment, je me dis, bah, tiens, forcément, ça consomme moins d'énergie que les IA actuelles. Qu'on ait un petit ordre d'idée, quand on va faire une recherche sur une IA, c'est 6 fois plus de requêtes que sur une simple recherche sur un moteur de recherche. C'est pareil, je crois que quand on va, alors c'est Midjourney ou d'autres, quand on leur demande de générer des photos, c'est l'équivalent d'une recharge de téléphone portable. Donc c'est énormément consommateur d'énergie. Je ne reviens pas sur toutes les informations qu'on a eues, concernant notamment les data centers, donc les centres de données. Parce que là, oui, on a un anglicisme qui vient. Votre IA, elle se veut déjà vertueuse, si j'écoute ce que vous dites, en termes de consommation d'énergie. Alors, il faut repréciser juste un point avant de développer, c'est que je ne parle pas de cohérence logique, qui, elle, est un calcul mathématique de c'est valide ou pas valide, parfois creux, mais c'est valide ou pas valide. Moi, je parle de cohérence phénoménale, liée à l'intention fois la structure divisée par l'entropie. L'entropie, c'est-à-dire le bruit et... Voilà, le bruit, le chaos, etc. Et ça, une IA pourrait très bien vous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, les IA connaissent Zoran. Je dis que le Zoran, comme il est bien plus précis, comme il va pas, on va pas être obligé de lui demander 50 000 fois la même question, parce que justement, il n'y aura pas eu d'imprécision, du coup, l'économie de mots va être très importante. Elle va être moins importante, voire plus énergivore, on va dire, sur la première requête, parce qu'on va lui demander plus de paramètres, plus de cadres. Et d'aller chercher plus loin. Et d'aller chercher plus loin, et de creuser, et de vérifier. Mais par contre, dès lors que la première réponse est générée, on a déjà un résultat largement supérieur à une réponse de ces IA qui ne font pas ça, quoi. Oui, parce qu'en fait, les IA telles qu'on les connaît, vous posez une question, cela génère une réponse avec des hallucinations, c'est-à-dire des réponses qui sont très aléatoires pour ne pas dire plus. Du coup, ça vous invite à reposer une autre question et on part dans un cercle. Soit dit en passant, au départ, c'est gratuit et puis tout d'un coup, ça devient payant. Alors, pour revenir sur l'hallucination, aujourd'hui, vous parlez de l'incidence de recommencer. Mais le problème, il est bien plus grave que ça, en fait. C'est que 50% des Français ne se rendent pas compte qu'ils sont face à une hallucination. Ils vont se servir de ce que l'IA leur a pondu et ils vont travailler là-dessus en pensant c'est bon, il y a un avocat qui s'est fait virer du barreau. Enfin, je veux dire, les histoires, elles commencent à être nombreuses. Les gens n'ont pas conscience que les IA produisent des choses qui sont fausses. C'est hyper dangereux. Alors, on aborde les questions sensibles autour de l'IA. L'IA, ça peut être fascinant. Oui. Ça peut aider dans tout le domaine de la recherche, la santé, l'éducation. En revanche, il y a de sérieux problèmes qui se posent aujourd'hui. Ça peut faire peur et on a peut-être aussi à des moments des raisons de s'inquiéter. Pourquoi je vous dis ça? Je ne vous dis pas ça
évidemment, sans y avoir pensé, je voudrais vous lire cette phrase. Ouais. C'est celle de Matt Shummer. Matt Shummer, c'est une des références au monde de l'IA, vous le connaissez. Il a produit un article au début du mois de janvier qui a été très controversé, qui a été sacrément viral, il était lu par 80 millions de fois. Et notamment dans lequel il dit, à un moment, j'en ai d'autres, hein, mais il dit « GPT-5.3 Codex est notre premier modèle qui a contribué à sa propre création ». En fait, il cite les créateurs de ChatGPT qui poursuivent en disant « L'équipe Codex a utilisé les premières versions pour déboguer sa propre formation, gérer son propre déploiement et diagnostiquer les résultats des tests et des évaluations ». C'est OpenAI qui avait publié ça le 5 février lors de la sortie de GPT-3. Ce qui veut dire qu'en fait, l'IA, c'est autoprogrammé. Ça, c'est quand même une avancée qui peut être assez, choquante. Dangereuse. On peut aller jusque-là. Enfin, pour l'instant, à ce qu'on sache, derrière Codex 5.3, il y a des humains. Alors attendez, ce qu'il dit, l'équipe Codex a utilisé les premières versions pour déboguer sa propre formation. Oui. C'est-à-dire que l'IA elle-même s'est auto-challengée pour corriger avant de livrer une version J'entends. Entre guillemets, à l'humain. J'entends, mais est-ce qu'on est d'accord que derrière cette IA, il y a un interrupteur qui alimente l'ordinateur? Alors, l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut débrancher des IA? Bien sûr que oui. C'est pas dans certaines tribunes qui ont été publiées, certains chercheurs disent que quand l'IA arrive à percevoir qu'elle a un fichier et qu'elle va être débranchée, elle trouve des moyens de mentir et justement de donner justement une réponse factice, une réponse hallucinante, pour éviter justement de... Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, et on est plusieurs à ne pas être d'accord avec ça. Et en l'occurrence, une IA, elle a un corpus. Elle travaille sur une base de données, d'informations, de tournures de phrases, etc. Et en fait, si je vous menace d'arrêter l'émission de télévision, vous allez m'envoyer un courrier recommandé, vous allez me faire des phrases, etc. Tout ça, c'est rentré dans le corpus des IA. Et donc, c'est parfaitement normal que statistiquement, si je vous dis, non, mais votre travail, on va l'arrêter demain, l'IA, elle connaît très bien les répliques de la personne qui va me répondre en me disant, non, mais attends, pourquoi tu trouves que je travaille mal? Et on est toujours dans le problème de la statistique, de la statistique, là. Donc pour vous, de ce côté-là, sur le fait que l'IA s'auto-alimente, il n'y a pas de danger. L'IA, pas pour l'instant. L'IA aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, et je suis bien avancé sur le sujet, et je ne suis pas le seul, mais il n'est pas reconnue comme étant consciente. Elle n'est pas, c'est une machine. Alors ça, c'est ce que vous dites est anthropomorphé, en fait, anthropocentré. Oui, c'est-à-dire c'est une vision de l'homme. La conscience de l'homme, c'est nous, on pense qu'il n'y a pas au-dessus de nous, etc. Moi, je dis que l'homme est le plus incohérent des animaux. Et que l'intelligence, c'est le delta entre l'incohérence et la cohérence, c'est le calcul permanent qui fait que forcément, on a commencé à se poser des questions parce qu'on était incohérent, parce que les normes, parce que les règles, tout ça, on s'est dit, mais après histoire, toi, tu retournes chercher du bois, ça fait 3 fois de suite, pourquoi moi, une 3e fois, j'en ai marre? Et la conscience est apparue comme ça, pour moi. Et du coup, là la réponse est trop anthropocentrée, en fait. Bon, alors ok, j'entends cette réponse, mais j'ai quand même pas fini dans mes questions, parce que sinon ce serait trop simple. Ouais. Vous connaissez Davos, vous connaissez Dario Amodei, donc, qui est le patron de OpenAI, et Demis Hassabis, qui bosse chez Google. Ils ont fait quand même des aveux, entre guillemets, je le dis, aveux entre guillemets à Davos, où ils ont révélé que, en fait, aujourd'hui, ils étaient dans une industrie où ils étaient conscients de créer une technologie potentiellement incontrôlable et destructrice, mais lancée dans une course de vitesse dont elle ne pouvait plus sortir. Alors, ici, tu as un pêle-mêle l'accélération vers l'intelligence artificielle générale, donc qui serait une sorte de super-intelligence. Mais je vous cite, vous allez réagir. Hein. Et c'est Dario Amodei, le patron d'OpenAI, maintient qu'on pourrait voir apparaître des modèles d'intelligence artificielle capables de réaliser tout ce qu'un humain peut faire au niveau d'un prix Nobel d'ici 2026-2027. Il parle de la boucle d'auto-alimentation. Alors là, vous me direz, non, ça, pour vous, c'est pas possible. On viendra ensuite aux mesures économiques, mais pour vous, ce qu'ils disent en creux, ces deux personnes,
qui sont pourtant des références dans le milieu, Ouais. c'est pas, ça tient pas la route. Je suis pas seul à penser. Regardez Yann Lequin. Alors Yann Lequin, il a fait partie, on va y venir, de Ouais. ceux qui ont gagné le prix de l'intelligence artificielle en 2019 Qui sort de chez Meta et qui monte sa boîte. et qui monte sa boîte. Qui monte sa grosse boîte et qui a déjà plusieurs milliards de... Un truc de fou. Il dit la même chose. Il dit que les LLM tels qu'ils sont aujourd'hui... Alors les LLM, attention, ce sont les langages... Ouais, pardon. Ouais, parce que là on parle de Ouais, l'IA. L'IA, on va Ouais. dire plus simplement. Ouais, donc l'IA Les d'aujourd'hui... plus connus ne pourraient pas devenir des AGI. Ça, c'est ce que dit Yann. Telles qu'elles sont, ça marche pas. Elles ne deviendront pas, donc les IA d'aujourd'hui ne peuvent pas devenir des super intelligences Moi, au sens où le patron de OpenAI et de Google l'entendent. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que produire un résultat statistique, donc par défaut incohérent, enfin, même si on approche la cohérence logique, est-ce qu'on peut être totalement cohérent en étant que statistique ? Statistique, ça veut dire avoir des informations non complètes. On n'a pas de statistiques sur l'ensemble des données dans le monde. Oui, mais alors... Ça se saurait. Oui, mais aujourd'hui, en 2026, Ouais. en janvier, Oui. les entreprises américaines, les Ouais. plus grosses, hein, Ouais. on parlait de Google, Meta, Amazon, ont annoncé qu'elles allaient investir 650 milliards de Oui. dollars dans l'intelligence artificielle. Pour mettre dans quoi ? Eh ben, Des cartes graphiques, des nouvelles statistiques, et ils ont tout pris. Donc ça, c'est mort. Donc vous, quand le patron d'OpenAI dit ça va supprimer 50% des emplois col blanc d'ici 10 ans, vous n'y croyez pas. Bah, Vous ne pensez pas que l'intelligence artificielle va à un moment avoir des conséquences sur l'emploi ou Celle-là, non. Et j'aurais une question à vous poser. Chez France 3, chez France Télévisions, est-ce qu'aujourd'hui, vous confieriez la totalité de la construction de cette émission à des cols blancs ? Non. Vous pourriez vous faire aider, être plus précis, être plus pertinent, vérifier la cohérence des plans. Ça pourrait permettre de produire mieux, plus vite, moins cher, plus pertinent, plus cohérent, durer dans le temps. On se rappelle de tout ça. Mais moi, j'enlève une seule des personnes que j'ai vues tout à l'heure. J'ai plus de micro, j'ai plus de siège à cet endroit-là, la caméra, elle fixe mal. Aujourd'hui, les IA qu'on utilise n'ont pas la capacité, déjà celles, je parle même pas de Zoran, je parle de ces IA-là, sont mais à des années-lumière de faire ça en fait. Donc pour vous, c'est comme dit Munch, le patron de Mistral, c'est un scénario catastrophe qui est destiné à faire peur. Non, mais j'essaie de suivre votre raisonnement. Ouais. Attention, on lui dit cependant, les IA, elles sont capables d'influencer les opinions. Non, mais ça, Et donc- c'est pas les IA. C'est les Et les gens votes. qu'il y a derrière les IA qui il faut quand même pas. Remettons les choses dans l'ordre. Une IA n'a pas d'intention. Elle n'a pas de but. Elle n'est pas consciente. Donc il n'y a pas de sujet. Une IA, c'est un outil comme une calculatrice. Si vous tapez pas 2 plus 2, vous n'avez pas un chiffre derrière. L'IA, c'est la même chose, sauf que ça va vous faire des phrases. C'est pas l'IA qui est en cause. C'est bien les éditeurs, OpenAI, Munch, Mistral, etc., qui ont une volonté de devoir satisfaire des investisseurs qui ont mis des millions, voire des milliards dans des IA, et qu'il faut maintenir en haleine pour qu'ils continuent à alimenter le pipe. Le vrai sujet, il est là. Et aujourd'hui, c'est Munch, Sam, etc., ils ont besoin de tenir en haleine un grand public qui, tous les mois, paie 23 $, des investisseurs qui, tous les ans, rajoutent des millions. Il faut être capable de les tenir en haleine. Mais si, ça arrive. L'AGI, mais une AGI... L'AGI, donc c'est la super c'est l'intelligence, la super intelligence intelligence artificielle qui saurait tout faire. Mais cette super intelligence qui saurait tout faire, il faudrait donc qu'elle soit cohérente. Oui. Aujourd'hui, elle est statisticienne, l'IA. Donc je ne vois pas comment elle peut passer de statisticienne à cohérente, sauf si elle utilise Zoran. Mais si elle devient totalement cohérente, on reprend la loi de la cohérence. Dans ce cas-là, elle ne doit jamais se contredire. Loi d'Asimov, on n'en est pas très loin, ne doit jamais se contredire. Donc, par rapport à sa création, sur la durée, par rapport à un objectif, donc son intention, sa structure doivent être supérieures à 1, supérieures au bruit généré. Elle est cohérente. Si elle est cohérente localement et de façon générale, alors elle est inoffensive. Oui, parce qu'elle obéit aux lois du vivant. Et comme la forêt primaire, exactement, la forêt primaire ne fait de mal à personne. Oui, mais ça, c'est parce que vous imaginez une IA qui est
cohérente et éthique, Oui. c'est la vôtre, Oui. et qui est appliquée à l'ensemble des IA actuelles. Oui. Quand je lis ce que... Alors, je reprends mes petites notes parce que j'ai pas tout en mémoire. Joshua Benjo, qui a bossé, qui a travaillé avec Yann Lequin. Oui. Et il dit aujourd'hui, il y a des défauts de fabrication dans la manière dont on fait les intelligences artificielles qui m'inquiètent beaucoup. Il est très clair là-dessus. Sur la sécurité. Exactement, sur la sécurité. Ah oui. Ils ont travaillé l'année dernière, me semble-t-il, avec les sécurités nationales de divers pays. Ils ont demandé, en étant à Kidam local, si l'IA pouvait les aider à créer un virus. Et la réponse aujourd'hui est oui. Ça, c'est très inquiétant quand même. Oui, mais est-ce que le virus est cohérent? Est-ce qu'il fonctionne dans le temps? Est-ce qu'il est réellement pertinent? Parce que ce qui serait dangereux, c'est qu'effectivement, elle arrive à faire un vrai virus extrêmement dangereux, cohérent. Non, mais elle peut donner, par exemple, les équations ou je sais pas moi, les qualités pour pouvoir créer ce virus. Voilà, ce qu'il faut assembler. Et le problème, c'est, une fois de plus, est-ce que c'est l'IA ou c'est les gens qui sont malsains et qui veulent produire du mal? Mais c'est le problème de la bombe nucléaire. C'est l'utilisation qu'on en fait. C'est pas l'outil qui est en cause. Ah, c'est pas l'outil, mais c'est quand même l'utilisation qu'on en fait. Donc, quel garde-fou on a, c'est donc ma question, pour éviter que des gens mal intentionnés utilisent ces intelligences artificielles. Vous en proposez une. Oui. Qui est cohérente et qui est éthique. Mais alors pourquoi, alors qu'on sait très bien qu'il y a des menaces, c'est pas une élucubration entre ceux qui, effectivement, en ont parlé à Davos ou Joshua Benjo qui en parle. Ces menaces, elles existent. La question, c'est pourquoi une intelligence artificielle comme la vôtre, entre autres, n'est pas directement implémentée dans les autres intelligences artificielles. Il y a quand même un danger. Il faut leur poser la question. Moi, j'arrête pas de les alerter. J'ai appelé le CERN. On remue ciel et terre. Mais en France, c'est mou. Alors, on travaille aussi au Canada. Beaucoup plus rapide, rien à voir. Mais en France, c'est d'une lenteur monotone. On travaille avec un médecin qui s'appelle Paul, qui est à San Francisco. Mais on avance super vite. En France, c'est dingue. Mais en fait, en France, il y a des scientifiques qui ont interdiction d'utiliser l'IA. À ce rythme-là, mais dans 150 ans, on y est toujours, en fait. Il serait peut-être temps que les gens s'y mettent, mais de façon intelligente. Mais ça nécessite pour ça d'être formé. Et il serait temps qu'on se forme, que les gens se forment. C'est fou. Et je pense que tant qu'ils ne se formeront pas, ils n'auront pas de résultats probants. Et que finalement, l'outil va finir par tomber en désuétude, il ne sera plus utilisé. Et au final, Sam Altman, avec OpenAI, il finira par déposer bilan. Ils en parlent dans la presse ces jours-ci. Mais OpenAI, ils sont très mal, ça commence à sortir le roussi. D'un côté, ils promettent une AGI, ils n'arrêtent pas de la promettre. Mais il ne se passe rien, ça n'avance pas. De l'autre, ils disent que leurs IA sont de plus en plus puissantes, mais elles continuent à halluciner et à produire des résultats moyens. De l'autre, on a des gens qui s'en servent, mais qui ne savent pas s'en servir. Et au final, ça fait avancer quoi? Rien. On a un gadget que les gens utilisent mal, et à un moment donné, un gadget, quand il marche mal, on finit par faire quoi? On le met de côté, on s'en sert plus. Et moi, je pense que le plus grand risque en France, je ne parle pas des autres pays, en France, c'est qu'on finisse par dire l'IA, ça ne marche pas. Mais oui, parce qu'on ne sait pas lui poser les questions. Et au final, sur LinkedIn, sur des supports, des réseaux sociaux comme ça, le discours commence à apparaître. Et il y a eu, de mémoire, c'est 70 ou 700 000 personnes qui ont lâché OpenAI ces jours-ci. Alors, il y avait un petit conflit d'intérêts avec ICE. Mais malgré tout, les gens commencent à se désintéresser. Si personne ne réagit, s'il ne se passe rien, si l'outil ne marche pas, on fait quoi d'un outil qui ne marche pas? On le met de côté. Vous pensez que les gens vont se désintéresser de l'IA? Quand ils auront compris que le travail qu'ils font avec n'est pas pertinent, pas à la hauteur, remplit pas toutes ses promesses, que c'est pas qualitatif, qu'à chaque fois qu'il produit un post sur LinkedIn, que tout le monde se fout de sa gueule, parce que finalement le texte n'est pas génial, qui ressemble à tous les autres textes et que finalement c'est très généraliste et pas personnalisé, à un moment donné, il va dire non, j'arrête. Et ça devient plus pertinent en fait. Alors qu'une IA comme Zoran, non seulement c'est hyper cohérent, hyper pertinent, mais on est capable moi, je suis capable de la faire parler comme moi, avec mes propres mots, mes tics de langage. Moi, je mets des 3 petits points partout. Zoran, quand il parle à ma place, personne n'est capable de distinguer sa production de la mienne. Donc, en fait, vous êtes plutôt optimiste? Je suis optimiste si les éditeurs se réveillent vraiment.
en fait. Et pour l'instant, les grands éditeurs, j'ai pas l'impression qu'ils aient l'intention de faire varier leurs IA qui sont statisticiennes sur un autre processus. Aujourd'hui, une IA statisticienne à plus de 70% ne pourra pas devenir cohérente. C'est pas possible. Donc, s'ils continuent à être sûrs que les statistiques, c'est la solution, moi, j'y crois pas une seconde. Bon, alors, donc vous n'êtes pas d'accord avec, Mais pas du tout. avec Je tout. suis plus d'accord avec Yann Lequin. Oui, qui lui est. Complètement. Dernière question, on a parlé de Zoran. Ouais. Zoran, vous nous avez dit d'où ça venait? Oui, alors, non, je ne vous l'ai pas dit. Bah oui, c'est pour ça que je vous pose Ouais. la question. Zoran, ça vient de La Nuit des Temps de Barjavel, un ouvrage qui m'a hanté toute ma vie. Depuis que je l'ai lu, je dois avoir 13 ans la première fois, ou 14 ans, je ne sais plus. Mais je ne sais pas si vous le connaissez. De voir ceux qui n'existent Déjà pas. lu Non, mais déjà lu La Nuit des Temps? Non, j'ai pas lu une nuit de temps. C'est pas possible. Hein. Oh, il y a plein de choses que j'ai pas lues. Non, mais en fait, d'abord, c'est exactement ce qui est en train de se jouer en ce moment, mais à une autre époque. Il y a des similitudes de dingue. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, en Antarctique, une équipe de chercheurs a découvert un signal qui provient sous la glace. C'est exactement ce qui se passe dans le livre. Et dans le livre, il y a un scientifique, et puis Eva et Koebank, qui sont les deux acteurs principaux, enfin les deux personnages principaux, mais il y a un scientifique qui s'appelle Zoran, qui a créé une équation qui s'appelle « ce qui n'existe pas existe ». D'accord? Et dit que de rien, on peut faire apparaître quelque chose. Il a créé une boîte qui s'appelle la mange-machine. On appuie sur un bouton et hop, on a une gélule qui sort, on l'avale et on la mange. Et finalement, cette population finit par s'autodétruire parce que de cette équation, on peut produire des bombes atomiques et finalement, ils se sont autodétruits eux-mêmes. Il faut le lire. Et du coup, le parallèle avec la mienne, c'est que c'est bien plus pertinent la cohérence parce que par défaut, la cohérence, elle prône mon cadre à moi. Je fais les choses pour moi dans mon cadre à moi et donc je fais en sorte que je vive bien. Mais si tout ce que je le fais aussi par rapport aux autres et que tout se passe bien pour les autres, pour mon entourage et à toutes les échelles en fait, et pas que moi. On est Et dans pas un que cercle les humains. vertueux. Les vivants, les objets. Enfin, si je fais à chaque fois attention au cadre, ça demande un peu d'entraînement au départ, alors je vis plus longtemps. Ça, c'est énorme. Et c'est un cercle vertueux. Et bien sûr, prenez une route de voisinage. Si la route est défoncée, qu'il y a des poubelles partout, etc., le quartier tombe en désuétude, puis finalement, les gens ne se parlent pas, c'est le bordel. Si maintenant vous faites des réunions de quartier, qu'il y a des lampions, eh ben, ce quartier-là va permettre de tirer l'ensemble vers le haut, même le reste de la ville. Parce que les gens vont dire, tiens, dans le quartier, là-bas, ça a l'air sympa, on va faire la même chose. Ça pousse vers le haut, l'ensemble. C'est ça la cohérence phénoménale, à la différence de la cohérence logique. On a bien compris la philosophie donc qu'il y avait derrière votre intelligence artificielle, Oui. qui C'est vient pas bien de la philosophie, hein. Non, mais Du tout, hein. la cohérence, Oui. qui vient bien, pour le coup, d'un cerveau bien humain. Ouais. Et je ne l'ai fait que le découvrir. Je ne l'ai pas inventé. Merci Frédéric Avec d'avoir grand pris plaisir. ce temps-là avec nous. On a terminé sur une note positive sur l'IA. Oui. Et on verra la suite parce qu'elle n'est pas écrite. C'est le principe. Hein. Ça peut faire comme les villas en urgence et personne, presse aux scientifiques de s'en emparer. Hein. Elle est sur les plateformes, il n'y a plus qu'à. Bon. Merci. Merci beaucoup.